Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine, la 4e pour cette semaine. À la une de l'actualité, le bilan des affrontements s'alourdit à Paco. Le Réseau national de défense des droits humains recense 35 morts du côté des bandits et 40 blessés, ainsi que 5 morts chez les brigadiers de Canapé Vert. Dans l'intervalle, la PNH annonce maintenir ses opérations pour sécuriser la zone. Des voix continuent de s'élever pour critiquer la gestion de la crise sécuritaire par le CPT, alors que des représentants politiques et de la société civile discutent de scénarios alternatifs avec l'option de choisir un juge de la Cour de cassation comme provisoire. Le RDNP juge impossible l'organisation des élections par les dirigeants actuels. Également, titre de ce jeudi, expulsion des sans-papiers haïtiens par les autorités dominicaines. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés appelle à une prise en charge digne des migrants haïtiens expulsés, notamment des femmes enceintes. L'organisation alerte sur des violations répétées des droits humains en République dominicaine. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Le bilan des affrontements survenus mercredi à Paco s'alourdit. Selon les chiffres communiqués par le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, 35 morts et une quarantaine de blessés recensés dans les rangs des bandits et au moins 5 morts au sein des brigadiers de Canapé Vert. Près de 24 heures après cet affrontement sanglant, la tension reste vive dans la zone où des échanges de tirs nourris ont été entendus une bonne partie de la journée. Dans le même temps, la PNH affirme que les forces de l'ordre demeurent mobilisées à Paco et dans les environs afin de sécuriser le périmètre et poursuivre les civils armés encore actifs. Alors que les autorités peinent à trouver une stratégie efficace pour neutraliser les gangs, la population reste à la merci des bandits armés. En à peine 2 mois, plus d'1 millier de morts ont déjà été recensés et les appels à des résultats concrets de la part du CPT se multiplient. Ashley Larac, ancien membre des forces armées d'Haïti et citoyen engagé, suggère d'intensifier la pression sur les dirigeants, quitte à paralyser toutes les activités, y compris commerciales, dans la région métropolitaine. Ashley Larac est notre invité. Monsieur Larac, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir. Et à ce sujet, je voulais vous demander l'autorisation de commencer l'émission avant de répondre à vos questions. Et en mon nom propre et au nom de l'association militaire, je voulais rendre un hommage à tous les soldats, tous les policiers et tous les volontaires des brigades de surveillance qui sont tombés pour nous défendre et défendre nos biens. L'association militaire adresse ses plus vives condoléances aux familles des éplorés et nous les saluons militairement. Une salutation bien méritée. Vous êtes avec nous, comme on l'avait dit au début de cette interview, pour commenter l'actualité alors que l'insécurité oblige plusieurs entreprises à fermer leurs portes. Plusieurs secteurs sont touchés. Le dernier en date, le secteur de l'hôtellerie, le secteur sanitaire également est touché par cette violence des gangs. Et vous proposez dans une pas déclaration, mais dans une note, vous proposez la fermeture de toutes les entreprises, de toutes les écoles du département de l'Ouest. Pourquoi une telle proposition? Écoutez, je ne sillonne pas les rues, mais je sors de chez moi et me rends à mon travail sur Delma tous les jours. Je vois les écoles, je vois comment les élèves fonctionnent, les élèves marchent. Je ne crois pas qu'avec cet esprit, avec toute cette inquiétude dans leur tête, les élèves peuvent étudier correctement. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un professeur peut être efficace et efficient avec ces inquiétudes dans la tête? Je fréquente mes ouvriers tous les jours et je vois à quel rythme ils travaillent. Je lis dans leurs yeux la peur, l'inquiétude, le désespoir. Et je sais qu'ils ne peuvent pas être productifs comme je le souhaiterais, comme ils avaient l'habitude de l'être. Je ne pense pas qu'un commerce haïtien, quel qu'il soit, à part des commerces de nourriture,
Mais je ne pense pas qu'un commerce, quel qu'il soit, puisse être profitable ces jours-ci. Et il est techniquement recommandé de vider les rues quand les forces de l'ordre veulent faire des opérations. Puisqu'il y a moins de dommages collatéraux quand il n'y a pas de gens dans les rues. Imaginez-vous qu'un marché public fonctionne et qu'il y a des bandits dans la zone et il y a les interventions policières. C'est une catastrophe. Donc, moi, je propose que le secteur privé en général décide de la fermeture pendant une semaine, un jour, 3 jours, je ne sais pas, décide d'une fermeture générale pour que les forces de l'ordre puissent faire leur travail correctement. Est-ce que c'est une forme de... c'est une forme de protestation contre tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est une façon de dénoncer cette insécurité galopante ou vous avez parlé des forces de l'ordre qui doivent faire leur travail. Est-ce qu'il y aurait un communiqué de la part des autorités pour dire, OK, durant cette période, nous avons besoin de tel espace pour faire tel travail? Bon, il y aurait dû d'abord, de la part du gouvernement, dans certains secteurs, il y aurait dû avoir des communiqués. Quand les forces de l'ordre interviennent dans une zone, ils auraient dû d'abord avertir le pays pour qu'on puisse fermer les écoles, fermer un petit peu tout. Naturellement, il y a l'effet de surprise qui n'est pas obtenu à ce moment-là, puisqu'ils avertissent avant. Mais si une opération est menée à Kinskov et qu'on sait que l'objectif c'est Pétionville, c'est Fermat, etc., il faudrait que temporairement, les écoles de la zone, les commerces de la zone soient fermés pour ne pas mettre en danger tant les propriétaires que des enfants, quand la population de la zone. Normalement, c'est ce qui aurait dû être fait. Mais il ne s'agit pas d'une grève pour protester contre l'insécurité, si Absolument vous comprenez bien. Absolument pas. Il ne s'agit pas d'une grève. Non, nous sommes fatigués avec les grèves, des choses comme ça. Il ne s'agit pas d'une manière de protester contre quelque chose, mais il s'agit simplement d'une manière de dire aux forces de l'ordre, écoutez, nous vous laissons le champ libre, faites ce que vous avez à faire pour que nous puissions recommencer à travailler. Mais dans ce cas, est-ce que ce ne serait pas aux autorités, notamment aux autorités policières, aux forces de l'ordre, de faire cette demande? Vous avez l'impression que les autorités savent faire quoi que ce soit? Moi, je n'ai pas cette impression. Il n'y a aucune initiative qui soit logique, cohérente et productive de ces autorités-là. Je n'en vois aucune. Donc, je crois que la société doit prendre ses responsabilités et prendre ses initiatives elle-même. Parlant d'initiatives, il y a plusieurs personnalités politiques, plusieurs structures, notamment des marches citoyennes qui, aujourd'hui, demandent un dialogue avec les gangs pour essayer d'enrayer cette insécurité. Quelle est votre opinion par rapport à un dialogue avec les gangs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, le mot est mal choisi. Le dialogue avec les gangs. Les femmes qui ont signé de l'organisation des marches citoyennes sont des personnes hautement qualifiées, sont des mères de famille. Elles savent de quoi elles parlent. Si elles estiment aujourd'hui qu'il nous faut parler aux gangs, pas établir un dialogue pour leur demander de leurs nouvelles, mais s'il faut que nous parlions aux gangs pour mieux comprendre ce qu'ils veulent, je crois que leur démarche doit être soutenue. Je crois que ce sont des femmes, ce sont des mères de famille, elles savent. Puisque la mère de celui qui a été victime, mais qui était membre de gang et qui a été tué, ses larmes sont aussi chaudes que celles de la mère du policier qui a été tué dans les mêmes circonstances. Donc, on ne peut pas ne pas considérer cette mère qui aura perdu son enfant. Il faut que nous parlions. Il est temps que la société se parle et que toutes les couches sociales se parlent. Et ces femmes sont très bien placées pour le faire. Moi, je les soutiens. Je les soutiens, je crois au fait que c'est l'une d'entre elles qui aurait dû être à la tête de ce gouvernement. Donc, un dialogue aujourd'hui avec les gangs, c'est la seule... Est-ce que c'est l'option la plus facile, ou du moins la plus plausible, je vais dire, ou du moins certains vont dire, vu ce qu'ils ont vécu, vu ce que les gangs les ont fait, c'est difficile d'imaginer ce dialogue avec les gangs. Un dialogue, du moins parler avec les gangs, comme vous le dites,
Qu'est-ce que ça pourrait faire changer? Écoutez, nous n'avons pas le choix, de toute manière. Les gangs occupent les espaces sociaux, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont complètement occupés. Donc, ils ont une visibilité certaine dans la population. Ils envahissent, ils ont déjà pris Martissan et ça fait belle lurette. Donc, le bas de la ville jusqu'à Martissan, cette population qui vivait là, c'est des milliers de gens qui vivaient là et qui y vivent toujours. Nous ne leur avons jamais demandé comment ils se sentaient au milieu des gangs. Nous ne sommes jamais... Il n'y a aucune enquête d'avoir été menée à ce sujet, du moins que je sache. Les gens de Mirebalais aujourd'hui, qu'est-ce que nous leur proposons en retour? Donc, en restant figés sur notre position et en prenant pour prétexte que les victimes ne veulent absolument pas parler aux gangs, nous avançons comment? L'ambassade américaine, et naturellement, c'est pratiquement une insulte que l'ambassadeur a faite en disant qu'il parlait régulièrement aux gangs. Mais bon, ce ne sont pas tous les ambassadeurs qui sont des gens brillants de toute manière. Et de notre côté, si nous nous basons sur ce qui est fait, ce qui est proposé par le gouvernement, ce qui est proposé par la société en général, nous n'avons aucune autre solution. Enfin, ce n'est pas la seule, c'est vrai, mais nous n'avons aucune autre alternative que d'établir un espace de discussion entre tous les protagonistes, pour bien comprendre ce qu'ils veulent. Puisque si nous ne parlons pas, nous ne comprendrons pas. Ces femmes ont raison, d'après moi, et c'est à appuyer. Et ces discussions doivent être menées par les autorités, les politiciens, la société civile? Oui, écoutez, ces discussions pourront de toute manière être menées par des gens qui inspirent confiance aux deux parties. Donc, qu'ils soient choisis dans la société civile ou parmi les dirigeants, ceci importe peu. Il faut bien qu'on établisse que la personne, l'interlocuteur, le vis-à-vis qu'on aura, et on aura confiance en son rapport, en ce qu'il dira. Mais au fait, je tiens à vous rappeler aussi que c'est exactement la fonction qu'aurait dû faire le CNDDR. C'est exactement leur rôle. C'est en l'absence d'action posée par le CNDDR et par des fonctionnaires qui touchent. Et je crois largement pour pouvoir faire ce travail-là que la société civile est au fait obligée de prendre les choses en main. Alors, comme dernière question, Monsieur Larac, nous savons que les autorités disent vouloir combattre l'insécurité. Et d'ailleurs, plusieurs millions de dollars ont été décaissés pour la police, environ 12 millions de dollars pour cette année 2025. Jusqu'à présent, est-ce qu'il n'y a pas de fonds qui sont alloués également aux forces armées d'Haïti, qui, elle également, est impliquée dans cette lutte contre les gangs? Je crois qu'il y a un budget qui a été voté pour le ministère de la Défense. Et je crois qu'il y a un document en cours et sur le point d'être signé qui donne une certaine autonomie à l'armée par rapport au ministère de la Défense. L'armée devient ordonnateur de ses propres fonds, et ce qui est une très bonne chose. Est-ce qu'elle est déjà imprimée, exécutée ou en application? Je ne sais pas. Combien d'argent a été voté? Je n'ai pas idée là-dessus, mais je sais que le projet est en cours. Il y a de bonnes raisons de croire que les décaissements seront effectués bientôt. Mais sur cette question d'économie, je profite de l'antenne que vous me donnez pour réagir sur quelque chose qui a été discuté dans le point l'autre jour avec le professeur Wessner-Désir, l'économiste. Je voudrais demander au professeur, et je le fais publiquement, de se référer à des historiens avant d'avancer des faits dont il n'a aucune preuve ou qu'il n'a pas eu la délicatesse ou l'intelligence de vérifier. Vous faites référence à quel fait exactement? Le professeur Wessner-Désir a dit que la famille Pasqui était des Arabes, d'une part, ou descendants d'Arabes, et qu'ils avaient bénéficié d'une usine flambant neuve de blocs que François Duvalier leur avait donnée à 10 gourdes.
il n'y a rien dans ce que le professeur Wisner Désir ait dit qui soit couvert d'un quart de vérité. La famille Pasquier est une famille d'origine française. Aucun rapport avec les Arabes ou autre chose. Et ensuite, la famille Pasquier a travaillé dur pour avoir une usine de blocs. Ils sont effectivement dans la fabrication du bloc, mais ils ont travaillé très dur pour ça. Ils n'ont jamais été des employés de l'État ou ils n'ont jamais travaillé sur des projets de l'État non plus. Donc le professeur Désir devrait revoir ses notes et se consacrer spécifiquement à l'économique, que je crois, enfin je lui fais le crédit de connaître un petit peu là-dessus, mais pas sur l'histoire. Laissez ça à des historiens, parce que le danger, c'est qu'on fait du mal à des familles quand on les pointe du doigt. Et en plus, la famille Duvalier, ou François Duvalier lui-même, a très certainement financé ou favorisé des individus. Il est inutile de donner une catégorie ou une étiquette ethnique à ces individus-là. Qu'on soit arabe, qu'on soit levantin, ou italien, ou français, si on est malhonnête, on sera toujours. Et si François Duvalier a cru bon de se servir de certains individus, il n'a pas favorisé et la civilisation, l'équipe des Levantins qui était en Haïti. Il a utilisé des individus qui se prêtaient à son jeu. Donc je demande au professeur de rectifier pour la famille Pasquier, et qui sont mes amis personnels, et je tiens à ce qu'il fasse des excuses publiques, comme il l'a fait à la télévision. Ashley Larrac, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Voilà les propos de l'ancien militaire Ashley Larrac, également porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Les infos continuent. Plusieurs acteurs politiques ainsi que des représentants de la société civile ont entamé une réflexion sur des scénarios alternatifs pour assurer la transition en Haïti. Réunis ce jeudi 24 avril à l'hôtel Oasis, les participants à cette assise ont exprimé des points de vue divergents. Alors que certains prônent un dialogue avec les autorités en place, d'autres plaident pour une rupture qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle transition initiée par la Cour de cassation. Suivez ce reportage signé Garbijan et Guy Trichoisy. Le débat était houleux entre les différents acteurs appelés à se prononcer sur les scénarios possibles pour la transition en cours. Celle-ci est de plus en plus décriée, y compris par certains dirigeants politiques qui y sont pourtant représentés. Les opinions ont fusé en tous les sens, notamment celles prônant un dialogue national incluant tous les groupes, y compris les gangs, comme le soutient le pasteur Julio Volsi, à la tête de Défi Jeunesse Haïti. N'importe qui est sous pouvoir en Haïti actuellement, nous croyons que c'est la main et fiaté. C'est la raison ça qui me l'a moi-même. Et malheureusement, nous avons pensé si ça t'a discuté dans l'invitation qui était bon moyen, mais même moi que c'est plus en matière de l'autre transition, mais moi-même pas pour l'autre transition, si pas un dialogue qui fait, parce que Haïti pas un problème de compétences, nous avons des hommes et des femmes qui connaissent, qu'on écrit, mais un problème de leadership et il faut nous résoudre le problème de leadership ça. Cette discussion a ravivé le débat tant sur la légitimité de la transition actuelle que sur celle menée auparavant par Ariel Henry. Jean-Pierre Bailly, de son côté, affirme que le pays a suffisamment perdu de temps et qu'il ne doit surtout pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Et moi, je me dis, si depuis les Jovenel mourir, que le mandat fini, nous allons en cassation, je suis sûr que Haïti est pour l'autre côté aujourd'hui. Maintenant, nous avons décidé à l'Ariel. Nous avons perdu 33 mois dans Ariel jusqu'à ce que le vol ait 500 millions de dollars, le fait cadeau et dans le Petro Caribe à Venezuela. Ouais, Blanc dit, monsieur, campé dehors, ils font transition à la CPT. Pile volant, qui paraît que rien dans le pays ici. Nous avons perdu 12 mois. Je ne sais pas quoi c'est perdu 24 mois au mandat présidentiel complet, que nous pourrons rendre compte que le chemin que nous te prenons, ce n'est pas bon chemin. Et même le gagnant issu qui joignent, ou joignent ça qui te dit
dans la proposition, ce n'est pas Kembe. C'est le cas avec le Conseil présidentiel de transition. Tu as gagné une feuille de route, tu as gagné un ensemble d'institutions qui t'ont monté, ou est que conseiller ont passé outre. Tout comme M. Bailly, l'ancien sénateur Francenet Denius appelle à une nouvelle alternative transitionnelle, pesant bien ses mots, en raison de la crise de confiance qui surgit après chaque choix politique. L'ancien sénateur de l'Ouest, Jean-Renel Senatus, fer de lance de cette assise, a quant à lui dénoncé le chaos ambiant qui s'est abattu sur le pays. Il en appelle donc à une prise de conscience collective. Nous, c'est plusieurs citoyens qui sont là-dedans qui sont passés dans l'État, qui regrettent le fait qu'ils ont été servis et pour payer, c'est dans le niveau ça qu'ils arrivent. Il n'y a pas de corps qui peut arriver dans l'État, mais qui constate l'échec qui est là, échec 62 partis politiques avec structure dans la société civile, là, avec le secteur privé des affaires, là, qui a dirigé le pays depuis 1 an, alors que nous pas qu'à bailler sécurité, nous pas qu'à organiser élection, nous pas qu'à permettre les gens de vivre tant que les gens dans le pays. C'est comme si nous tous incapables. Nous-mêmes qui là, nous sommes toujours dit, il faut que nous ayons une alternative certaine à la gouvernance qui gagne dans le pays. Malheureusement, il n'y a pas attendu. Si cette rencontre a été marquée par des désaccords exprimés sans retenue, elle a aussi été l'occasion de trouver un nouveau consensus. Même si les avis divergent, Jean-Renel Senatus précise que jusqu'ici, la tendance dominante est un recours à la Cour de cassation. Même si là encore, les intervenants ne s'accordent pas sur le choix des juges entre les magistrats en place auparavant ou ceux nommés sous le gouvernement d'Ariel Henry. Le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles, responsable de formation et d'organisation au sein du RDNP, dresse un bilan négatif de la première année du Conseil présidentiel de transition au pouvoir. Selon lui, la situation du pays ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Il estime que le CPT a échoué dans sa mission principale qui est de rétablir la sécurité afin de favoriser un retour à la paix publique. Dans un tel contexte, ajoute-t-il, ni référendum ni élection ne peuvent être envisagés, tout en déplorant la perte de nouveaux territoires au profit des groupes armés. Suivez ce reportage de Rodolphe Yarluy et de Guitry Choisy. Le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles, membre du parti RDNP, ne ménage pas ses propos en ce qui concerne la première année du mandat du Conseil présidentiel de transition. Moun qui n'a pas qu'à résoudre la situation. Parce que nous gagnons vivre ensemble, nous avons vivre ensemble officiel qui sont au pouvoir. C'est vivre ensemble et tout. C'est eux qui créent les gens. L'une des voix officielles du RDNP conclut la nature du bilan du passage du CPT qui continue d'être au pouvoir. Nous seulement dans le CPT a gagné 720 000 $ américains par année, 108 millions de gouttes par année. Donc, avec un bilan très négatif, nous avons 6e année de croissance économique négative. Ça veut dire l'économie dégringole, l'éducation est en béane, la sécurité, ils sont sans drapeau. Donc, pas aucun domaine qui a marché dans le pays. Donc, le bilan CPTA, son bilan totalement négatif. Le secrétaire de l'association médicale haïtienne va plus loin dans ses réflexions en évoquant à qui profite le crime suite à une question posée par l'un des travailleurs de presse. Les gens, c'est les pays en crise tout le temps, les salles bon pour eux. Et nous, les gens, c'est les salles pécop. Donc vraiment, ça fait là, c'est les dialectiques là-dedans. Et moun yo, ça fait là, bon pour yo, yo créent tout le temps, yo fait esprit pas résoudre. Et ça fait de temps en temps, yo bay moun ça yo bay armes et munitions. Donc vraiment, j'ai là difficile pour résoudre. Parce que c'est bon pour moun qui a dirigé yo, c'est bon pour l'autre monde qui fait ça. Mais la population pas bon pour lui. Le docteur Louis-Charles dresse un bilan négatif du CPT. Selon lui, rien n'a changé. De janvier à avril 2025, pour ne citer que cette période, dit-il, Kinskov, Mirbalais, Paco, 3 nouveaux territoires sont tombés entre les mains des groupes armés, et ce, malgré les alertes. Autre information à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie met cette année l'accent sur la protection des indications géographiques. Il s'agit de protéger et de valoriser les produits artisanaux et agricoles haïtiens sur le marché international, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie.
James Monazar invite les artisans et agriculteurs à s'engager dans une démarche de certification, gage de reconnaissance et de compétitivité. On ne cesse de répéter qu'Haïti est un pays de créateurs et de production agricole. Et c'est le cas. Nous sommes tous bien imbus des potentiels de nos produits artisanaux, dont l'originalité est vantée un peu partout dans le monde. Nous sommes tous informés de la qualité de nos produits agricoles, du café cultivé dans nos mondes au cacao produit dans la Grand'Anse et dans le Nord, de la mangue francique de la Tibonite au vétiver du Sud, sans oublier notre huile de ricin aux 1000 vertus. Mais tant qu'ils ne sont pas reconnus, protégés et promus comme indication géographique, ils resteront vulnérables à l'exploitation et à l'anonymat sur les marchés mondiaux. L'indication géographique est le passeport de nos produits. Elle les protégera, les valorisera et les permettra de voyager partout dans le monde en gardant fièrement et jalousement leur identité et leur renommée haïtienne. Voilà pourquoi le ministère a préparé un avant-projet de décret sur les indications géographiques pour les produits agricoles et artisanaux haïtiens. Il sera soumis au débat bientôt. Cela dit, l'activité d'aujourd'hui est connectée à ce projet de décret et celui-ci s'inscrit dans le programme ministériel de modernisation du cadre juridique des affaires. Tout cela rentre dans une vision de notre ministériat qui priorise la réforme numérique et légale du cadre des affaires pour faciliter la création d'entreprises innovantes qui se nourrissent des idées de nos universitaires en connexion avec le secteur entrepreneurial et financier. Ma prise de parole ce matin sera incomplète si elle passe sous silence les efforts des uns et des autres qui ont contribué à l'organisation de cette journée mondiale de la célébration de la propriété intellectuelle. Bonne célébration de la propriété intellectuelle à vous tous et à vous toutes. Que vivre Haïti, terre de création et de patrimoine. Haïti ne périra pas. Haïti ne périra pas. Haïti ne périra pas. Merci. Pour refermer la page nationale de Métro News, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR, dénonce la traque des migrants haïtiens par les autorités dominicaines. Le GAR appelle l'État haïtien à garantir la prise en charge médicale, juridique et psychosociale des personnes déportées, en particulier les femmes enceintes. Cette organisation de défense des droits des migrants haïtiens continue de déplorer ces pratiques qui violent systématiquement les droits fondamentaux de ces femmes, ainsi que les mesures discriminatoires visant les migrants haïtiens. Sam Guillaume est le responsable de communication du GAR. Haïtiens en République dominicaine à vivre en situation irrégulière parce que le président Luis Abinader a décidé que il n'y a pas de migrants haïtiens visa et il n'y a pas renouveler visa haïtien, visa dominicain pour haïtiens. Donc ça veut dire que les haïtiens n'ont pas dans condition pour accéder de façon régulière dans l'hôpital pour y aller prendre soin. Et mettez sous ça, vous mettez des agents devant l'hôpital pour traquer les migrants haïtiens. Ça va le faire que tout haïtien qui est malade, même si c'est une maladie chronique, il a préféré rester la caillou au lieu d'aller à l'hôpital, donc il a mouru dans la caillou. Donc c'est grave et c'est des mesures qui allaient à l'encontre de tout document et droit monde qui protège les migrants dans le pays. Une autre mesure, c'est côté viser sanctionner toute propriétaire caille qui décide d'héberger de migrants en situation irrégulière. Situation ça va le faire que les haïtiens qui sont en République dominicaine en difficulté pour joindre côté pour dormir. Donc ils vont l'obliger de dormir n'importe qui côté et dans n'importe quelle condition, ça qui va exposer mesdames femmes pour tout le monde exposé à une série d'exploitation, à une série d'abus. Parce que le modèle de traitement que les haïtiens ont subi l'autre bois, c'est des traitements même bêtes pas supposés subir. Il y a un ensemble de documents qui dictent mais comment on supposé traiter. La République dominicaine doit décider que les pas haïtiens sur le territoire, mais il y a une façon pour le faire ça. Il y a un protocole d'accord de décembre 1999 qui dit mais comment le rapatriement doit être fait. Malheureusement, tout document ça
dans entièreté li rejeté, yo passé l'en bas pied et yo a infligé de traitements inhumains à migrants haïtiens yo l'autre bord frontière. Gagné 3 mesures que nous pensons que l'État haïtien doit prendre. Premièrement, il est supposé mettre une cellule d'urgence sur frontière pour répondre à besoin chaque grand haïtien qui a voulu tourner. Il a besoin à l'hôpital, il a besoin de manger, il a besoin de moyens de communication, il a besoin de moyens de transport. Et nous-mêmes, en gare, nous avons par exemple dans Belader, dans le centre d'accueil, nous, côté nous, ou héberger de migrants qui ont retourné qui ont besoin d'assistance. Nous avons une capacité d'accueil de 60 personnes. Mais malheureusement, il y a 2 jours, nous avons arrivé jusqu'à 300, presque 300 personnes que nous avons recevoir. Nous sommes obligés à libérer salle de conférence, nous, bureau de travail, nous, pour nous capables d'héberger les gens à côté pour dormir, il faut manger chaque jour, il faut que nous ayons rad pour mettre sur. Deuxièmement, l'important pour que l'État haïtien, dans le niveau diplomatie, joue un chita parler avec l'autorité République dominicaine pour nous capables de jouer un changement dans le modèle de traitement que les Haïtiens ont subi chaque jour. Et troisièmement, nous pensons que l'important, et c'est véritable problème que nous gagnons, c'est l'insécurité qui a valé terrain dans le pays. Donc, qui fait que dans la région métropolitaine, il y a une série de zones qui sont vidées, nous sommes obligés à courir, et c'est ça qui est la cause que nous jouons un paquet de monde qui a traversé les frontières chaque jour pour aller en République dominicaine. Si l'État établit la paix dans le pays, et les gens qui ont une capacité pour retourner la caillou, il y a bien moins de gens qui ont traversé les frontières, et il y a un paquet d'Haïtiens qui sont en République dominicaine qui ont décidé de rentrer dans la caillou, rentrer la caillou, venir faire projet la vie là. Parce que il est clair que par contre, aucun côté dans le monde là, que un Haïtien capable de se sentir plus à l'aise que la caillou. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 24 avril 2025. Le bilan des affrontements s'alourdit à Paco. Le Réseau national de défense des droits humains recense 35 morts du côté des bandits et 40 blessés, ainsi que 5 morts chez les brigadiers de Canapé Vert. Dans l'intervalle, la PNH annonce maintenir ses opérations pour sécuriser la zone. Des voix continuent de s'élever pour critiquer la gestion de la crise sécuritaire par le CPT, alors que des représentants politiques et de la société civile discutent de scénarios alternatifs avec l'option de choisir un juge de la Cour de cassation comme provisoire. Le RDNP juge impossible l'organisation des élections par les dirigeants actuels. Et puis expulsion des sans-papiers haïtiens par les autorités dominicaines. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés appelle à une prise en charge digne des migrants haïtiens expulsés, notamment des femmes enceintes. L'organisation alerte sur des violations répétées des droits humains en République dominicaine. C'est sur ces dernières informations que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.